L'idée, c'est de vous présenter l'actualité de la recherche clinique. J'ai eu l'occasion de présenter l'actualité recherche sur le déficit en alpha-antitrypsine lors des journées recherche. Donc, on ne s'étalera pas sur ce sujet. Merci de m'avoir proposé de parler de ce sujet. Ça ne veut pas? Ah, si. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc rapidement, ces rappels de physiopathologie sur ce déficit en alpha-antitrypsine qui est une maladie génétique responsable d'un mauvais repliement de la protéine alpha-antitrypsine dans le foie qui entraîne des lésions de type hépatotoxicité mais qui sont variables d'un individu à l'autre avec un stress protéique qui va entraîner ces lésions et puis donc une diminution de la circulation de la protéine dans la circulation sanguine responsable d'une perte de fonction au niveau pulmonaire qui va entraîner des lésions d'emphysème et une présentation plutôt respiratoire. Donc, l'histoire naturelle de cette pathologie, que ce soit au niveau hépatique et même pulmonaire, est imparfaitement connue, avec notamment 2 pics, un dans l'enfance et puis un à l'âge adulte. Et donc, c'est aussi un des intérêts de cette pathologie, d'avoir cette présentation pédiatrique adulte avec, comme on va le voir, des différences dans ces modes de présentation. Donc, pour essayer d'étudier la présentation et l'histoire naturelle chez l'enfant depuis 2010 maintenant, cette cohorte défi alpha est en place afin d'identifier ces facteurs pronostiques de l'atteinte hépatique chez les enfants. Donc elle est toujours en cours, les inclusions continuent avec plus de 250 patients inclus à ce jour provenant de 21 centres pédiatriques en France. Donc on continue à inclure tous les patients qui ont une concentration d'alpha-antitrypsine inférieure à 1,1 g par litre. Ceci afin d'identifier notamment des phénotypes rares, des variants plus rares qui peuvent parfois donner des présentations hépatiques. Donc on travaille beaucoup à poursuite de cette cohorte et M. Chazouillard parlait hier des aides et des plans d'action de fil-foie pour l'année prochaine pour essayer de maintenir ces registres et je pense qu'il y a vraiment un intérêt sur cette cohorte et puis voir pour l'étendre aussi au niveau adulte pour se mettre en ordre de marche pour la suite, puisqu'on va le voir, il y a des études thérapeutiques qui vont arriver, donc d'abord chez l'adulte, mais probablement rapidement chez l'enfant, on l'espère en tout cas. Donc à partir des patients de la cohorte défi alpha, on a étudié donc, de manière rétrospective à Lyon pour le moment les méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose chez ces enfants. Donc on avait comme objectif d'évaluer la performance de l'élastométrie mais également des tests biologiques non invasifs pour détecter le début de l'hypertension portale chez les patients. Donc il y avait 50 enfants qui ont pu être évalués, 31 qui avaient un phénotype sévère, une vraie maladie, un vrai déficit en alpha-antitrypsine phénotype Z. Parmi ces patients, 7 avaient une hypertension portale, tous Z, donc un quart de nos patients. Et puis on a pu avoir également 8 prélèvements histologiques, soit des foies explantés, soit des biopsies hépatiques qui ont permis de poursuivre, de compléter un peu cette étude. Et donc on observe des résultats alors qui sont pas vraiment surprenants, on va dire, mais qui ont le mérite d'exister, puisqu'il n'y avait pas d'études qui avaient étudié ça dans le déficit en alpha-antitrypsine uniquement jusque-là, donc avec des patients qui ont une hypertension portale, qui ont un fibroscan, c'est ce qu'on a évalué, qui était plus élevé que les patients qui n'avaient pas d'hypertension portale, de même que pour les scores biologiques dont les adultes sont friands, nous on les utilise un peu moins, mais voilà, le score APRI, le score FIB4. Donc le fibroscan, on a pu identifier, alors sur ce faible effectif, un seuil quand même de 7 kPa qui nous faisait penser, qui poussait à rechercher les signes d'hypertension portale et puis surveiller de plus près les patients avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité sur cet effectif. Et puis sur les quelques patients qui ont eu une évaluation longitudinale, une certaine stabilité dans le temps sur 3 à 7 ans de recul. Concernant les scores biologiques, l'APRI est une bonne alternative en cas d'indisponibilité du fibroscan. Mais ça prend en compte les transaminases, les plaquettes, c'est pas non plus surprenant qu'on ait des scores, une évaluation intéressante. Juste pour revenir sur le fibroscan, le seuil de 7 kPa est finalement assez concordant avec ce qu'on peut observer chez l'adulte et puis dans d'autres hépatopathies de l'enfant. Le score FIB4 est un peu moins performant, mais il prend en compte l'âge, donc il est beaucoup plus discutable de l'utiliser chez l'enfant. Sur les quelques patients qui avaient des biopsies hépatiques, il semble y avoir une tendance à effectivement un fibroscan plus élevé chez les patients qui ont plus de fibrose. Bon, voilà, c'est assez logique. Voilà, l'idée de cette étude, c'est quand même
de préparer un peu la suite avec notamment les essais thérapeutiques qui arrivent par la suite où, pour le moment, les laboratoires et les autorités demandent des biopsies hépatiques pour prouver l'efficacité de ces traitements. Et donc, si on peut avoir des alternatives non invasives, c'est quand même préférable. Donc, toujours pour parler un petit peu d'histologie et pour essayer de décrire un peu mieux l'histoire naturelle de cette pathologie, notamment chez les adultes et la différence qu'on peut observer chez les enfants et les adultes. On a une étude en cours au sein de l'ERN avec nos collègues allemands sur donc une étude multicentrique où on s'attache à comparer l'histologie des enfants et des adultes. Donc voilà, ce sont des résultats très préliminaires. Les enfants semblent plus sévères que les adultes, mais c'est surtout parce qu'on a des foies explantés, moins de biopsies. Et donc, les premières données intéressantes que l'on observe, c'est que les patients pédiatriques ont un phénotype plus biliaire, on va dire, avec plutôt de cholestase, avec des bouchons biliaires, avec de la ductopénie, de la prolifération ductulaire, ce qui a moins chez l'adulte, qui au contraire ont plutôt des présentations plutôt de type stéatosique métabolique. Donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être évidentes, mais qu'il est important de montrer. Et notamment, il y a des études complémentaires en cours pour essayer d'évaluer un peu au niveau protéomique si on a voilà, des présentations différentes entre les adultes et les enfants. Si on regarde juste un peu en détail chez les enfants, des choses qui sont assez connues quand même des anapathes, mais on le confirme sur cette étude, avec chez les patients plus jeunes, des enfants plus jeunes, moins d'inclusion d'alpha-antitrypsine dans le foie par rapport à des enfants un peu plus vieux. Et on observe également la même chose sur les foies explantés. Il y a plus de dépôts d'alpha-antitrypsine mutés, donc mal repliés, hein, la protéine Z. Il y en a plus sur les foies explantés que sur les biopsies qui généralement sont faites à des stades plus précoces. Donc voilà, des études complémentaires en cours dont on attend des résultats avec impatience pour le début d'année prochaine. Donc on sort un petit peu du foie pour parler un peu du poumon parce que on a l'ambition de s'attaquer à un dogme du déficit en alpha-antitrypsine chez l'enfant, c'est que il est écrit partout et c'est pour le moment vrai, hein, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire chez l'enfant déficitaire en alpha-antitrypsine. L'atteinte pulmonaire qu'on peut voir chez l'adulte avec de l'emphysème important. En fait, ça repose sur des explorations fonctionnelles respiratoires classiques de spirométrie où on mesure permet d'étudier, d'évaluer les grosses voies aériennes. Mais cet outil manque de sensibilité, y compris chez les adultes qui disent que ce n'est pas un très bon outil, donc ils utilisent d'autres outils, diffusion du CO et puis également le scanner pulmonaire. Et en fait, les pneumologues pédiatres utilisent un outil depuis récemment dans la mucoviscidose, qui est évalué et pas mal étudié, qui est l'index de clairance pulmonaire et qui permet de mesurer les échanges gazeux et qui permet donc d'explorer les petites voies aériennes et de pouvoir montrer peut-être une atteinte précoce. Donc ça avait été étudié il y a quelques années par une équipe allemande chez 200 patients, quelques enfants et puis des adultes, où ils montraient que les patients déficitaires avaient un index de clairance pulmonaire plus élevé, donc pathologique, alors que leur VEMS était normal. Et donc dans ces patients, il y avait quelques enfants, alors ils ne détaillent pas dans leur étude la population de patients, mais sur un graphe, on peut voir que 20% avaient cet index de clairance pulmonaire élevé, alors que leur VEMS était normal. Donc pneumologue pédiatre s'intéresse beaucoup à cet outil, et donc on a une étude en cours qui a comme objectif d'évaluer la prévalence de cette perturbation de l'index de clairance pulmonaire chez les enfants en les comparant à des patients sains. Donc actuellement, 15 enfants de la cohorte défi alpha qui sont comparés et appariés à 30 témoins. Donc juste sur quelques données de caractéristiques de la population, mais on ne va pas s'étaler. Simplement, un petit élément intéressant, c'est que chez ces patients pour lesquels on sensibilise les familles sur les risques de l'atteinte pulmonaire à l'âge adulte, on se rend compte que plus de la moitié sont exposés à un tabagisme passif. Voilà, chez des parents qui sont sûrement MZ, hétérozygotes, et qui eux-mêmes fument. Donc ça, c'est une petite anecdote, mais qui est intéressante quand on parle de mesures de prévention qu'on met en place dans la famille et dans l'entourage. On n'est sûrement pas assez efficace. Et l'autre chose intéressante, c'est que ces patients rapportent quand même dans 3/4 des cas des antécédents respiratoires, des asthmes du nourrisson, des bronchiolites, des asthmes actuels. Alors il y a sûrement un biais
lié à ces patients et ces familles très sensibilisés au risque respiratoire de cette pathologie. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant pour une pathologie qui n'est pas censée donner d'atteinte respiratoire. Donc, si on regarde les données brutes sur nos 15 patients, bon, il n'y a pas de différence dans la spirométrie dans la mesure du VEMS standard chez ces patients, mais ça on s'y attendait. Et sur la mesure de l'index de clairance pulmonaire, on n'a pas de différence significative à ce stade, mais on voit que cette ICP, si on regarde que la première ligne, est un peu plus élevée dans le groupe déficitaire que dans le groupe des témoins. C'est ce qu'on observe également sur ce graphique, avec voilà, une médiane plus élevée chez les patients déficitaires, mais qui reste quand même en dessous de la limite supérieure de la normale. Donc, voilà, ils n'ont pas de vraie pathologie respiratoire encore à ce stade. Mais si on regarde un peu plus en détail, on a quand même 3 patients qui sont au-dessus de la valeur normale. Donc, en pourcentage, c'est plus que chez les témoins. Ce n'est pas encore significatif, mais il n'y a que 15 patients. Et donc, on est en train d'augmenter le recrutement, notamment par la sensibilisation des pneumologues pédiatres en France qui ont acquéri les modules spécifiques pour les explorations fonctionnelles respiratoires pour faire ce test. Donc c'est en cours actuellement, avec un intérêt des pneumologues pour ça, vu qu'ils soignent la muco maintenant, ils cherchent d'autres centres d'intérêt. Donc voilà, avec quand même des moyens aussi par les associations, donc c'est intéressant et c'est à saisir. Ce qui va être intéressant, c'est d'évaluer ça sur le plan longitudinal, parce qu'on a une dégradation dans le temps, et puis pareil, en essayant de prévoir un peu le coup d'après sur les essais thérapeutiques, notamment sur l'ARN interférent, où on va bloquer la synthèse et la production d'alpha-antitrypsine. Qu'est-ce que ça va donner sur l'évolution pulmonaire de ces patients, et notamment si on traite des enfants qui, dès le plus jeune âge, auront plus d'alpha-antitrypsine, est-ce qu'ils vont dégrader plus rapidement leur atteinte respiratoire? Et donc, c'est un outil qui permettra peut-être de l'évaluer plus précocement. On revient un peu sur le foie pour parler un peu d'actualité, on va dire, très, très pratique, très clinique. Alors, je ne pensais pas qu'un jour je mettrais le logo de l'OM sur une de mes présentations, mais bon, voilà, c'est fait, ouais. Tout ça pour dire que à Marseille, il y a une famille de patients, donc le père et les 3 enfants, qui ont un déficit en alpha-antitrypsine diagnostiqué sur présentation de cytolyse chronique avec une évolution fibrosante quand même pour certains d'entre eux, un dosage d'alpha-antitrypsine qui est abaissé, mais un phénotype qui était décrit comme normal, un phénotype M en isoélectrofocalisation. Donc dans ces cas-là, il faut bien sûr aller au génotypage, ce qui n'est pas encore assez fait, et il faut toujours bien le rappeler. Et ce génotypage a permis de mettre en évidence un profil assez particulier, je ne m'étalerai pas sur le plan génétique parce que je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais qui retrouve finalement 2 mutations en 6, donc sur le même allèle, à l'état hétérozygote du gène SERPINA1. Donc un variant qui est le variant Z classique connu, et un autre variant qui est connu mais beaucoup plus rare, qui est le variant Z Bristol, donc un variant qui a déjà été décrit, et les deux sont responsables d'une précipitation de l'alpha-antitrypsine dans le foie, mais finalement le fait que ce soit à l'état hétérozygote, on ne s'attend pas à une évolution sévère. Donc est-ce qu'on met en évidence un nouvel haplotype pathogène qui ferait que les 2 mutations en 6 serait responsable, ferait une présentation un peu comme si c'était autosomique dominant finalement, c'est encore en évaluation. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que rapidement, quelques mois après, un patient à côté, à Nice, a finalement le même variant génétique avec une même présentation, un profil normal en isoélectrofocalisation avec ce variant qui a été mis en évidence. A priori, ils n'ont pas de lien de parenté. Donc, pour essayer de caractériser un peu plus ce variant, des études fonctionnelles en cours auprès de Marion Bouche-Carré et dans son laboratoire. Et puis, vu qu'on a eu les 2 cas coup sur coup, on s'est demandé s'il y avait pas, si ce variant n'était finalement pas plus présent. Donc, on a regardé sur les patients qui avaient eu un séquençage sur le panel de cholestase, un séquençage de SERPINA1. Il n'y avait pas ce variant retrouvé, ni dans la biobanque des Anglais qui a séquencé plus de 500 000 patients. Donc, bon, c'est peut-être finalement quelque chose de très rare et localisé à la PACA pour le moment. Donc voilà, tout ça pour juste introduire et rappeler l'existence de cette base sur Internet des variants rares de l'alpha-antitrypsine. Donc c'est quelque chose qui avait été soutenu par Filfo lors de la mise en place et puis qu'on continue à utiliser, à essayer d'implémenter au fur et à mesure.
Il y a beaucoup de variants décrits, donc ils ne sont pas encore tous sur cette base, mais finalement, lorsqu'on reçoit un génotypage avec un variant qu'on ne connaît pas, on peut utiliser ce site internet, hein, on le trouve sur Google tout simplement, qui permet, lorsqu'on trouve un variant un peu atypique, d'avoir des données sur son épidémiologie, sur de la biologie, de la génétique, mais également sur le phénotype, que ce soit au niveau pulmonaire ou hépatique, si c'est un allèle qui est déficitaire seulement, qui est non fonctionnel ou qui précipite dans le foie, tout ça sur la base de bibliographie. Donc on travaille également avec les laboratoires pour essayer de pérenniser cette base des variants rares qui est utile, hein, sur des RCP, sur le déficit en alpha-antitrypsine. On a toujours un pneumologue ou parfois un hépatologue qui rapporte un variant, on ne sait pas à quoi il sert, on ne sait pas ce qu'il fait dans le foie, et donc cette base peut être utile pour ça. Voilà, un dernier mot rapidement sur les perspectives thérapeutiques, donc qui pour le moment concernent surtout les hépatologues adultes, mais on l'espère rapidement en pédiatrie. Et donc ce qui est le plus avancé à ce jour, c'est ces stratégies de gene silencing, avec notamment les siRNA, puisqu'il y a cette molécule, hein, le fazirsiran, qui permet donc par un vecteur d'accéder à l'hépatocyte et de bloquer la production d'alpha-antitrypsine en détruisant l'ARN messager de SERPINA1, et donc de finalement diminuer le pool d'alpha-antitrypsine Z, que ce soit dans la circulation sanguine ou dans le foie. Donc ça, c'est ce qui a été montré dans l'essai de phase 2 publié l'année dernière, hein, avec une diminution de l'alpha-antitrypsine Z circulante dans la circulation sanguine de manière prolongée. On a également une diminution de l'alpha-antitrypsine Z dans le foie, hein, ce qui est montré en histologie, mais ce qui est montré sur ce graphique. Et puis, ce qui est bien sûr plus intéressant, c'est une amélioration des paramètres de la biologie hépatique, les transaminases, les gamma-GT, tout ça avec sur 1, voire maintenant 2 ans de recul, l'absence de dégradation de l'atteinte pulmonaire, ce qu'on va surveiller de près, mais au bout de 2 ans, on ne s'attend pas finalement à une dégradation. Mais en tout cas, là, voilà, c'est le VEMS des patients qui finalement reste stable dans le temps. Encore une fois, le VEMS n'est pas forcément le meilleur outil. Et donc, suite à cet essai de phase 2, il y a l'essai de phase 3 qui est en cours, donc avec le fazirsiran à 200 mg par millilitre versus placebo, avec c'est sous forme d'injection sous-cutanée à 4 semaines, puis tous les 3 mois, sur 4 ans a priori, donc avec une évaluation des différents critères. Alors, le critère de jugement principal, ça va être la diminution de la fibrose, ce qui sera vraiment bien s'il peut être atteint, mais également d'amélioration des paramètres de la biologie hépatique, de l'inflammation, de l'élasticité et puis l'absence d'effets secondaires. Donc pour le moment, ils l'ont ouvert qu'aux adultes. Ils se posaient la question pendant un moment de le faire à partir de 12 ans, mais pour évaluer leur efficacité, ils ont quand même besoin de biopsies au début de l'étude, à 2 ans, à 4 ans, ce qui a été un frein finalement au niveau des États-Unis notamment pour étendre cette étude chez les enfants. En tout cas, je suis ravi qu'il y ait 5 centres qui participent en France et qui ont été sélectionnés, et puis la mise en place vient d'être faite ou est en cours en tout cas sur cette fin d'année 2023. Et donc on va suivre ça de près pour la pédiatrie, puisqu'il y a sûrement une place pour traiter ces enfants. Ce qu'il faudra voir, c'est identifier quand même quels patients, puisque l'atteinte sévère chez l'enfant est rare quand même, donc il faudra voir quels patients il faut traiter et peut-être essayer d'évaluer ça rapidement, enfin sur les premières années de vie, puisque ça semble peut-être être là que ça se détermine, l'évolution sévère des enfants. Voilà, pour en savoir plus sur les nouveaux traitements et les perspectives thérapeutiques, on a un webinaire là bientôt dans le cadre de l'ERN, donc avec Pavel Strnad qui est très impliqué bien sûr sur le déficit en alpha-antitrypsine, donc voilà, vous pouvez y assister. Je n'ai pas encore préparé ce que je vais dire, mais bon, on verra bien. Voilà, je vous remercie. Je tiens surtout à remercier les équipes qui travaillent sur ces études, que ce soit dans le centre de référence, nous à l'hôpital, mais aussi le groupe francophone, les équipes de Fil-Foie qui aident à l'implémentation des données de la cohorte défi alpha, l'ERN, et puis surtout Marion et son équipe de recherche à Bordeaux, et surtout bien sûr les patients, notamment représentés par l'association